L'écran de mon ordinateur portable projetait une lumière bleutée dans mon bureau pendant que je répondais aux derniers emails de la journée. Il était 23h17 et Renate n'était toujours pas rentrée. Grosse présentation demain, Helmut. Je dois encore vérifier les chiffres. Ça va être tard. Ne m'attends pas. C'était son dernier message, il y a 3 heures. Je me frottais les yeux fatigués et me reculais dans mon fauteuil de bureau, le même fauteuil que Renate m'avait offert pour mes 60 ans, il y a 2 ans. Pour que ton dos ne te fasse pas trop mal quand tu passes des heures sur tes romans, avait-elle dit. Depuis ma retraite de professeur de lycée, je me suis lancé dans l'écriture avec un succès mitigé, mais beaucoup de plaisir. Le bruit d'une voiture qui s'engageait dans notre allée me fit dresser l'oreille. Enfin. Les phares dansèrent brièvement sur les murs, puis la lumière s'éteignit. J'entendis la portière de la voiture claquer, mais bizarrement, ce ne fut pas suivi du bruit familier de la clé dans la serrure. À la place, le silence. Intrigué, je me levai et m'approchai de la fenêtre. L'Audi argenté de Renate était garé dans l'allée, mais elle était toujours assise dedans. Dans la faible lumière du lampadaire, je pouvais distinguer qu'elle était au téléphone. Son visage était illuminé par l'écran de son smartphone, et elle souriait. Ce n'était pas le sourire fatigué d'une femme qui venait de passer une longue journée de travail. C'était différent. Plus vivant. Plus intime. Je me retirai de la fenêtre avant qu'elle ne puisse me remarquer. Une étrange sensation se répandit dans mon estomac, un mélange de malaise et de méfiance que je ne pouvais ou ne voulais pas identifier. 5 minutes plus tard, j'entendis enfin la clé dans la serrure. J'étais de retour à mon bureau et faisais semblant d'être absorbé par mon travail. « Tu es encore debout ?» Renate se tenait dans l'embrasure de la porte, et ses 58 ans ne se voyaient presque pas. Ses cheveux mi-longs, blond foncé, étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable pour quelqu'un qui avait soi-disant passé 12 heures au bureau. « Je voulais finir ce chapitre, » répondis-je en l'observant de plus près. Elle portait son tailleur bleu marine, mais quelque chose était différent. Les 2 boutons du haut de son chemisier étaient ouverts, alors qu'elle n'ouvrait habituellement que le premier quand elle rentrait du travail. « Comment s'est passée ta journée au bureau ?» demandai-je avec désinvolture. « Fatigante. Ce nouveau client de Munich nous donne du fil à retordre. » Elle posa sa mallette et enleva sa veste. « Je vais prendre une douche et ensuite directement au lit. Je suis complètement épuisé. » Quand elle se retourna, je remarquai quelque chose sur son cou, une petite marque rouge, à peine visible sous le col de son chemisier. Mon cœur fit un bond. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en m'examinant du regard. « Oui, bien sûr, mentis-je. Juste fatigué. » Elle acquiesça, s'approcha de moi et me fit un baiser rapide sur la joue. « Ne te couche pas trop tard. » Le parfum qu'elle portait n'était pas son parfum habituel. C'était quelque chose de boisé, de masculin, qui s'était mêlé au sien. Alors qu'elle quittait la pièce, j'entendis son portable vibrer. Elle le sortit de son sac, lut quelque chose et un sourire effleura son visage avant qu'elle ne le cache rapidement et continue son chemin. Je restai assis, immobile. Dans ma tête, un soupçon commença à se former, que je voulais immédiatement chasser. Nous étions mariés depuis 35 ans. 2 enfants adultes, 4 petits-enfants. Une vie commune. Renate ne ferait jamais. Ma main trembla lorsque je pris mon verre d'eau. Il glissa entre mes doigts et se brisa sur le parquet. Le bruit du verre brisé résonna dans la pièce comme un présage. À cet instant, je savais, quelque chose s'était brisé, et ce n'était pas seulement le verre. Helmut, je t'ai bien dit que je devais encore travailler tard aujourd'hui. Les bilans trimestriels ne se font pas tout seuls. Renate était dans la cuisine et rangeait à la hâte quelques documents dans sa mallette. C'était jeudi matin, une semaine après cette nuit qui avait ébranlé mon monde. Depuis, j'avais à peine dormi, mes pensées tournant sans cesse autour de ce soupçon. Bien sûr, dis-je en lui tendant la thermos de café que j'avais préparée. Tu as besoin d'un dîner à emporter. Elle secoua la tête. Non, merci. On commandera probablement quelque chose au bureau. L'équipe. Jürgen, Claudia et moi. Elle évitait mon regard en mettant la tasse de café dans son sac. Jürgen était son chef de service, Claudia sa collègue de longue date. Je connaissais les 2 de soirée d'entreprise. Jürgen, un homme aux cheveux grisonnants de mon âge avec un ventre proéminent et des lunettes de lecture, et Claudia, une quinca pétillante avec 3 chats et une passion pour les mots croisés. Salue-les de ma part, dis-je. Je le ferai.
Elle s'approcha de moi et me fit un baiser. Je te recontactai plus tard. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière elle, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé ma tasse de café intacte. Le tic-tac discret de l'horloge murale semblait devenir plus fort à chaque seconde. Après l'incident de la semaine dernière, j'avais essayé de dissiper mes doutes. Peut-être que la tache rouge sur son cou n'était qu'une piqûre de moustique. Peut-être qu'elle téléphonait à notre fille dans la voiture. Peut-être qu'elle avait simplement essayé un nouveau parfum. Mais les doutes persistaient, me rongeaient, me tenaient éveillé la nuit. J'ai pris mon smartphone et j'ai ouvert l'application de notre banque. Renate et moi avions un compte commun depuis des décennies. La transparence en matière financière avait toujours été importante pour nous. J'ai parcouru les dernières transactions et je me suis arrêté net. À 3 reprises au cours des 2 dernières semaines, Renate avait payé dans un hôtel du centre-ville le Park Hotel Lindenhof. De petites sommes, d'environ 25 € à chaque fois. Trop peu pour une nuitée, mais suffisant pour quelques verres au bar. Mon cœur s'est emballé. Les doigts tremblants, j'ai noté les dates, 5, 12 et 19 mars. Tous des mardis. Aujourd'hui, nous étions le 28 mars. J'ai posé le téléphone et je suis allé dans la chambre, où Renate avait aménagé son petit espace de travail. Son agenda était posé sur le bureau, un livre à couverture en cuir à l'ancienne qu'elle préférait à toutes les alternatives numériques. J'ai ouvert les pages correspondantes. Le 5 mars, il y avait écrit « 16h réunion avec K, préparation du bilan annuel ». Le 12 mars, 16h30 au K, revoir les chiffres. Et le 19 mars, 16h au K, dernier détail. K, qui était K? Personne dans son bureau ne s'appelait K. Pas dans son département, pas dans la direction. J'en étais sûr, car nous étions allés à la fête de Noël de son entreprise en janvier, et j'avais parlé à presque tous ses collègues. Mes mains ont commencé à trembler quand j'ai reposé le calendrier. Puis mon regard est tombé sur la poubelle à papier à côté de son bureau. Au-dessus, il y avait un ticket de caisse froissé. Je l'ai pris et je l'ai lissé. Il provenait du Park Hotel Lindenhof, daté du 19 mars, 18h47. 2 verres de vin rouge, une eau minérale. Les preuves s'accumulaient pour former une image que je ne voulais pas voir. Renate, ma femme, la mère de mes enfants, la femme avec laquelle j'avais passé plus de la moitié de ma vie où elle me mentait. Elle rencontrait quelqu'un. Ce mystérieux K. Je me suis laissé tomber sur son lit, le ticket de caisse toujours à la main. Mon regard s'est posé sur sa table de chevet, sur laquelle était posé un livre, « Nouveau départ à 60 ans, comment la meilleure période de votre vie commence maintenant ». Un marque-page y était inséré. J'ai ouvert le livre à cet endroit et j'ai lu un passage souligné. Il n'est jamais trop tard pour vivre la vie que vous désirez. Parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles et briser de vieux schémas. Un frisson froid m'a parcouru l'échine. Était-ce son message? Comptait-elle mettre fin à notre vie commune? J'ai reposé le livre et j'ai essayé de remettre de l'ordre dans mes pensées agitées. J'avais besoin d'être sûr. Et je savais ce que je devais faire. Le mardi suivant serait le 2 avril. Si le schéma se répétait, Renate retrouverait à nouveau au K. Et cette fois, je serais là. Les jours jusqu'au mardi se sont écoulés à une allure d'escargot sur l'asphalte. Chaque heure était un supplice, chaque sourire que j'adressais à Renate, un mensonge. Je l'observais plus attentivement que jamais, comment elle passait plus de temps dans la salle de bain le matin, comment elle allait plus souvent chez le coiffeur, comment elle achetait de nouvelles robes qu'elle ne me montrait pas. Le dimanche soir, nous étions assis dans le salon, Renate avec sa tablette sur les genoux, moi avec un livre que je ne lisais pas vraiment. Une douce musique pour piano se faisait entendre par les haut-parleurs Chopin, sa musique préférée depuis notre époque étudiante. Helmut, demanda-t-elle soudain, levant les yeux de sa tablette. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu as l'air si absent ces derniers temps. Pendant un instant, j'ai envisagé de la confronter directement. Mais la peur de la vérité m'a retenu. Je ne dors pas bien, ai-je répondu, disant la vérité. Peut-être devrais-je aller voir un médecin. L'inquiétude a traversé son visage. Tu devrais. Veux-tu que je prenne rendez-vous pour toi? Non, je peux m'en occuper. J'ai essayé de sourire. Qu'est-ce que tu fais au juste? Elle a hésité un instant. Je ne fais que surfer un peu sur Internet. Rien de spécial. J'ai hoché la tête et j'ai fait semblant de me replonger dans mon livre. Du coin de l'œil,
j'ai observé comment elle éloignait un peu la tablette de moi et fermait rapidement une application avant d'en ouvrir une autre. Plus tard dans la nuit, alors que Renate dormait profondément, je me suis faufilé dans le salon et j'ai pris sa tablette. Le cœur battant, je le déverrouillai où le code était l'anniversaire de notre petite fille, Léna. L'appareil s'alluma, et je commençai mes recherches. D'abord, je vérifiai son historique de navigation. Il était effacé. Chose inhabituelle pour Renate, qui d'ordinaire n'avait jamais l'idée d'effacer de telles traces numériques. J'ouvris son application de messagerie, mais là non plus, je ne trouvai rien de suspect. Puis l'application de messagerie instantanée rien. J'étais presque prêt à abandonner quand il me vint à l'esprit que Renate utilisait WhatsApp depuis quelques mois pour communiquer avec les enfants et les petits-enfants. J'ouvris l'application et fis défiler ses conversations. Famille, quelques amis, collègues, et puis je le vis, une conversation avec Klaus B. Mon cœur s'arrêta de battre. Klaus. Les doigts tremblants, j'ouvris la conversation. Les messages étaient rares, formulés avec précaution, mais sans équivoque. Klaus, tout s'est bien passé avec l'histoire des heures supplémentaires? Renate, oui, il n'a rien remarqué. À mardi, même heure, même endroit. Klaus, j'ai hâte. Ces dernières heures avec toi étaient merveilleuses. Renate, pour moi aussi. Je me sens à nouveau vivante. Le dernier échange datait d'aujourd'hui après-midi. Je remontais plus loin et trouvais des messages qui remontaient au début du mois de février. Le début de leur liaison. J'avais l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la tablette. Des larmes me brûlaient les yeux tandis que je continuais à lire. Klaus, tu lui as déjà parlé? Renate, pas encore. J'ai encore besoin de temps. Klaus, je comprends. Mais tu sais que je t'attends, peu importe le temps que ça prendra. Renate, je sais. Et je t'en suis tellement reconnaissante. Elle prévoyait donc de me quitter. Après 35 ans de mariage. Pour un homme nommé Klaus. Je voulais en savoir plus sur lui. Le cœur battant, j'ouvris la photo de profil de la conversation. Elle montrait un homme, à peu près de mon âge, avec des cheveux gris abondants et un sourire sûr de lui. Il avait l'air du genre d'homme qui fait rire les femmes, qui organise des virées spontanées le week-end et qui connaît les restaurants chics. Le contraire de moi, le professeur retraité qui passait ses soirées avec des livres et à écrire des romans que personne ne voulait lire. Je fermai l'application et remis la tablette à sa place. Puis j'allai dans la salle de bain, fermai la porte derrière moi et me laissai tomber sur le bord de la baignoire. Dans le miroir, je vis un vieil homme avec les yeux rougis et de profondes rides autour de la bouche. Était-ce la raison? Étais-je devenu trop vieux, trop ennuyeux, trop familier? N'avais-je pas remarqué que Renate s'éloignait de moi, qu'elle aspirait à quelque chose de nouveau, d'exaltant? Les questions me martelaient la tête tandis que les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Je me sentais trahi, trompé, mais surtout, invisible. Comme si Renate m'avait traversé du regard, pendant des années, sans vraiment me remarquer. Quand je suis retourné dans la chambre, elle dormait encore paisiblement, un léger sourire sur les lèvres. Rêvait-elle de lui? De Klaus, l'homme qui lui donnait l'impression d'être à nouveau vivante? Je me suis couché à côté d'elle, fixant le plafond, et j'ai pris une décision. Mardi, je n'allais pas seulement la suivre. J'allais affronter ce Klaus et découvrir ce qu'il avait que je n'avais pas. Et ensuite, je me battrai pour mon mariage où j'y mettrai fin avec dignité. Mardi arriva plus vite que je ne l'aurais souhaité. Renate se comportait comme d'habitude aimable, affairée, légèrement distante. Elle mentionna avec désinvolture pendant le petit déjeuner qu'elle devait travailler plus longtemps aujourd'hui. Les rapports trimestriels, demandai-je en essayant de rendre ma voix neutre. Oui, c'est ça. Elle acquiesça en remuant son café. Ça va probablement être tard, encore une fois. Ne m'attends pas pour le dîner. D'accord. Je mordis dans mon pain, bien que chaque bouchée ait un goût de carton. Je voulais de toute façon aller en ville. Peut-être que j'irai au cinéma. Elle leva les yeux, surprise. Au cinéma? Seule? Pourquoi pas? Il y a ce nouveau film avec Meryl Streep qui sort. Un mensonge, je n'avais aucune idée des films qui passaient en ce moment. Ça a l'air bien. Elle sourit, visiblement soulagée que je sois occupé. Raconte-moi ça demain. Après le petit déjeuner, nous nous sommes dit au revoir comme d'habitude avec un baiser furtif.
En la regardant se diriger vers sa voiture, je me demandais si ce serait l'un des derniers moments normaux de notre mariage. J'ai passé la matinée à peaufiner mon plan. À 15h30, j'ai quitté la maison et je suis allé en ville en voiture. Je me suis garé dans une rue latérale près du Park Hotel Lindenhof et j'ai attendu. Mon cœur battait la chamade, mes paumes étaient moites. À 16h10, j'ai vu l'Audi argenté de Renate s'engager dans l'allée de l'hôtel. Elle portait une robe rouge que je ne lui avais jamais vue, et ses cheveux étaient fraîchement coiffés. Elle était magnifique et méconnaissable. J'ai attendu encore 10 minutes, puis je suis entré dans l'hôtel. Le hall était élégant, avec une lumière tamisée et de confortables fauteuils en cuir. Le bar de l'hôtel se trouvait à droite de la réception, partiellement séparé par des plantes vertes et des claustras qui offraient une certaine intimité. Je me suis installé à une table sur le côté, d'où je pouvais observer la majeure partie du bar sans être vu immédiatement. Un jeune serveur est venu prendre ma commande une eau minérale. C'est alors que je l'ai vue. Renate était assise à une table dans le coin, un verre de vin rouge devant elle. Elle paraissait nerveuse, jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte et vérifiait son smartphone. Sa robe rouge brillait dans la lumière tamisée du bar comme un signal d'alarme. À 16h30, un homme entra dans le bar. Grand, mince, avec une chevelure grise abondante au Klaus. Il portait un costume sombre et se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui sait qu'il fait de l'effet. En voyant Renate, son visage s'illumina d'un sourire qui atteignait ses yeux. Renate se leva, et ils s'embrassèrent. Pas une accolade de salutation superficielle, mais un geste intime et familier. Il l'embrassa sur la joue, lui murmura quelque chose à l'oreille qui la fit rire. La douleur qui me transperça était physiquement palpable, une piqûre lancinante dans la poitrine qui me coupa le souffle. Je le savais, bien sûr que je le savais. Mais le voir, observer l'intimité entre eux, c'était quelque chose de complètement différent. Ils s'assirent, commandèrent des boissons et commencèrent à parler. Je ne pouvais pas entendre leurs mots, mais leur langage corporel en disait long. Il se touchait constamment sa main sur la sienne, ses doigts qui caressaient son bras. Ils riaient beaucoup, penchaient leur tête l'une vers l'autre, comme s'ils étaient dans leur propre petit monde. Après environ une heure d'observation, j'ai pris une décision. Je ne resterai plus dans l'ombre à regarder mon mariage se briser sous mes yeux. J'allais les confronter ici et maintenant. Les jambes tremblantes, je me suis levé et j'ai lentement marché vers leur table. Ils étaient si absorbés dans leur conversation qu'ils ne m'ont remarqué que lorsque je me suis tenu directement devant eux. « Bonjour Renate », ai-je dit d'une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne. « Ce sont les rapports trimestriels sur lesquels tu travailles si dur ?» Son visage perdit toute couleur. « Helmut » murmura-t-elle. « Que fais-tu ici ?» Klaus regarda, confus, entre nous deux. « Est-ce mon mari ?»« Oui », répondit Renate d'une voix étouffée. « Et vous devez être Klaus », dis-je en le regardant droit dans les yeux. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Ou plutôt, rien. Ma femme ne vous a pas mentionné un seul mot. Klaus se leva lentement. Il était plus grand que moi, paraissait plus jeune malgré son âge. « Monsieur Weber, je comprends que vous soyez contrarié. » Contrarié ? Je ris amèrement. C'est un sacré euphémisme, vous ne trouvez pas ? Je suis ici parce que ma femme me ment depuis des semaines pour vous rencontrer. Renate s'était maintenant levée également. Son visage était un masque de culpabilité et de défi. Helmut, s'il te plaît. Pas ici. Ou alors, Renate ? À la maison, où tu continueras à me raconter des histoires de heures supplémentaires ? Ou devons-nous remettre cela à la semaine prochaine, quand tu retrouveras ton amant ? Plusieurs clients se tournèrent vers nous. Le barman nous observait attentivement. Klaus leva les mains, cherchant à apaiser la situation. Peut-être devrions-nous vraiment en discuter dans un endroit plus privé. Je n'ai rien à discuter avec vous, rétorquai-je sèchement. Vous n'avez rien à faire dans mon mariage. Helmut, s'il te plaît. La voix de Renate tremblait. Rentrons à la maison et parlons. Je la regardais, cette femme que j'aimais depuis 35 ans, que je pensais connaître mieux que moi-même. Maintenant, elle m'était étrangère. Je rentre à la maison, dis-je doucement. Que tu viennes avec moi ou non, c'est ta décision. Sur ces mots, je me suis retourné et suis parti, avec le sentiment que des centaines d'yeux me suivaient. En sentant l'air frais du soir sur mon visage, j'ai commencé à trembler. Je l'avais fait. Je les avais confrontés. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière.
dans ma voiture, je suis resté immobile pendant de longues minutes, les mains fermement serrées autour du volant. Puis, dans le rétroviseur, j'ai vu Renate sortir de l'hôtel seule. Elle regarda autour d'elle, aperçut ma voiture et s'approcha lentement. La portière passager s'ouvrit, et elle monta. En silence. Rentrons à la maison, dit-elle finalement, doucement. Je démarrai le moteur. Le trajet de retour serait le plus long de notre vie. Le trajet vers la maison se déroula dans un silence glacial. Renate fixait la vitre, tandis que je naviguais mécaniquement dans le trafic du soir. Dans ma tête, une tempête de questions, de reproches et de douleurs faisait rage, mais aucun mot ne franchissait mes lèvres. Quand nous nous sommes enfin garés dans notre allée, nous sommes restés encore un moment dans la voiture, comme si nous pouvions repousser l'inévitable confrontation. Helmut, finit par commencer Renate, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. Comme ça, rétorquai-je, amer. Comment aurais-je dû l'apprendre? Par SMS? Par lettre? Ou avais-tu simplement l'intention de faire tes valises et de disparaître un jour? Elle secoua la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Non, ce n'était pas prévu comme ça. Je voulais te parler, mais je ne savais pas comment. Nous sommes sortis et sommes entrés dans la maison. La familiarité de notre foyer me sembla soudain comme une farce, les photos de famille accrochées au mur, les meubles que nous avions choisis ensemble, les souvenirs de 35 ans de mariage. Arrivé au salon, je me suis laissé lourdement tomber dans mon fauteuil. Renate resta debout, incertaine, comme une invitée dans sa propre maison. Depuis combien de temps ça dure, demandai-je. Elle hésita. Depuis février. Et qui est-ce? Où l'as-tu rencontré? Klaus est conseiller fiscal. Nous nous sommes rencontrés lors d'une formation continue, en janvier. Elle s'assit sur le bord du canapé, les mains croisées sur ses genoux. Il est divorcé depuis 3 ans. Et vous vous êtes tout de suite entendu, constatai-je, incapable de chasser le sarcasme de ma voix. Ce n'était pas prévu, Helmut. C'est juste, arrivé. Elle chercha ses mots. Nous avons parlé, de livres, de musique, de la vie. Il m'a écouté. Vraiment écouté. Le reproche me frappa comme un coup. Et moi, non. Ne t'ai-je pas écouté en 35 ans de mariage? Si, mais... Elle s'interrompit, semblant réfléchir. Ces dernières années, nous nous sommes éloignés, Helmut. Toi avec tes livres, moi avec mon travail. Nous fonctionnons côte à côte, mais nous ne vivons plus ensemble. Ce n'est pas une excuse pour une liaison, m'écriai-je, plus fort que je ne l'avais prévu. Si tu étais insatisfaite, tu aurais pu m'en parler. Au lieu de ça, tu as menti, tu m'as trompé, tu as... Ma voix se brisa. L'idée que Renate soit devenue intime avec un autre homme me serrait la gorge. L'aimes-tu? Demandai-je finalement. Elle baissa les yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Il me donne un sentiment que j'ai oublié depuis longtemps. Et moi? Et nous? Et tout ce que nous avons construit. C'est bien ça. Elle se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. Nous avons construit tellement de choses, une maison, une famille, une histoire commune. Mais à un moment donné, nous avons cessé de nous construire nous-mêmes. Nous nous sommes arrêtés, Helmut. Je secouai la tête, incrédule. Et c'est pourquoi tu jettes tout par la fenêtre? Pour un homme que tu connais depuis 3 mois. Je ne jette rien, s'écria-t-elle, désespérée. J'essaie juste de ressentir à nouveau. De vivre, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Je ris amèrement. Nous avons 62 et 58 ans, Renate, pas 90. Nous avons encore un tiers de notre vie devant nous. C'est justement ça le problème. Elle s'arrêta, les yeux pétillants. Un tiers de notre vie. Et je ne veux pas qu'il se déroule comme ces dernières années dans un mariage qui est plus une habitude qu'une passion. Ces mots me transpercèrent. Était-ce vraiment sa vision de notre mariage? Une routine sans amour? Je pensais que nous étions heureux, dis-je doucement. Toutes ces années, était-ce une illusion? Renate soupira et se rassit. Pas tout. Nous avons eu des moments merveilleux, Helmut. Les enfants, les voyages, les projets communs. Mais ces dernières années, quand avons-nous vraiment parlé ensemble pour la dernière fois? Pas de choses banales, mais de nous, de nos rêves, de nos peurs?
Je restais silencieux. Elle avait raison, et c'était peut-être la chose la plus douloureuse de tout cela. Nous avions cessé de nous voir réellement. Pourquoi n'as-tu rien dit, demandai-je finalement. J'ai essayé. Tu te souviens du cours de danse que je t'ai proposé il y a 2 ans? Du voyage au Portugal que je voulais organiser. Tu étais toujours occupé avec tes romans, tes recherches. Le souvenir me frappa comme un éclair. Elle avait effectivement essayé d'apporter de nouvelles choses dans notre vie, et je l'avais repoussé, j'avais trouvé des excuses. Et ce Klaus, il danse avec toi? Il planifie des voyages? Elle sourit tristement. Il me demande de quoi je rêve. Et il écoute quand je réponds. Une douleur sourde se répandit dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? L'épouser? Emménager avec lui? Je ne sais pas, Helmut. Je sais seulement que je ne peux plus continuer comme avant. M'aimes-tu encore, demandai-je, bien que je redoute la réponse. Elle hésita, et dans cette hésitation, il y avait plus de vérité que dans n'importe quelle réponse possible. Je vais dormir chez Claudia ce soir, finit-elle par dire, d'un ton évasif. Nous avons toutes les deux besoin de temps pour réfléchir. J'acquiesçai silencieusement. Qu'aurais-je pu dire d'autre? Renate se leva et alla dans la chambre. Je l'entendis faire sa valise, ouvrir et fermer des tiroirs. 20 minutes plus tard, elle revint, une petite valise à roulettes à la main. « Je t'appelle demain, dit-elle doucement. Lorsque la porte d'entrée claqua derrière elle, je me sentis plus seul que jamais dans ma vie. La maison que nous avions construite ensemble me sembla soudain immense et vide. Je me dirigeai vers la bibliothèque et sortis notre album de mariage. La jeune Renate me souriait sur les photos jaunies, rayonnante dans sa robe blanche. Nous avions tellement de projets à l'époque, tellement de rêves. Quand avions-nous cessé de rêver? Et pouvait-on recommencer à zéro après 35 ans? L'album à la main, je me rassis dans mon fauteuil et me mis à pleurer sur le passé qu'on ne pouvait plus rattraper, et sur un avenir qui s'écroulait soudain en 1000 morceaux devant moi. La première nuit seule dans notre maison fut la plus longue de ma vie. J'étais allongé, éveillé, fixant le plafond et écoutant le tic-tac de l'horloge, qui ne faisait qu'accentuer le silence. Le côté du lit de Renate était intact, son oreiller vide. Le parfum familier de sa crème de nuit flottait encore dans l'air, un vestige fantomatique de sa présence. Vers 4 heures du matin, j'abandonnai toute tentative de dormir. Je suis allé dans le salon, j'ai allumé la lumière et me suis assis à mon bureau. Mon regard s'est posé sur le manuscrit inachevé de mon nouveau roman, une histoire sur un homme qui apprend à revivre après la mort de sa femme. L'ironie était flagrante. J'ouvris un nouveau fichier et commençai à écrire. Pas mon roman, mais une lettre à Renate. Les mots jaillissaient de moi comme l'eau d'une canalisation rompue au non filtré, brute, honnête. Chère Renate. Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 37 ans, j'ai su dès le premier instant que tu étais la femme de ma vie. Ton rire, ton intelligence, ta façon de voir le monde, tout cela m'a enchanté. Je me souviens encore parfaitement de notre premier baiser, de ton expression lorsque je t'ai demandé en mariage, du moment où tu m'as annoncé que nous allions avoir un enfant. Notre mariage n'a pas toujours été parfait. Nous nous sommes disputés, nous nous sommes blessés, nous nous sommes parfois perdus de vue. Mais j'ai toujours pensé que nous finirions par nous retrouver, quoi qu'il arrive. Hier, tu m'as dit que nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Que je ne t'écoutais plus. Que notre vie était devenue une routine. Et le pire, c'est que tu as raison. Je t'ai considérée comme acquise. J'ai oublié qu'un mariage demande du travail, que l'amour a besoin d'attention pour grandir. Je me suis perdu dans mes livres, dans les histoires que je crée, tandis que notre propre histoire s'est effacée. Aujourd'hui, je suis devant les débris de notre mariage et je me demande, est-il trop tard? Avons-nous trop perdu pour le retrouver? Ou existe-t-il encore un chemin pour se retrouver? Je t'aime encore, Renate. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré la douleur et la déception. J'aime la femme que tu étais, et la femme que tu es devenue. Mais je comprends aussi que l'amour ne suffit parfois pas. Que les gens changent, qu'ils doivent prendre de nouvelles directions. Quoi que tu décides, je l'accepterai. Car si je t'aime vraiment, je dois aussi te laisser partir si c'est ton souhait. Helmut? Je relus la lettre, puis je l'enregistrai sans l'imprimer. C'était plus une tentative de mettre de l'ordre dans mes propres pensées qu'un message que je voulais réellement envoyer. L'aube se glissait lentement à travers les fenêtres lorsque mon téléphone sonna. C'était notre fille Julia.
Papa? Tout va bien? Maman vient de m'appeler et m'a dit qu'elle dormait chez Claudia. Qu'est-ce qui s'est passé? Je soupirai. Bien sûr, les enfants finiraient par l'apprendre. Il y a eu une dispute, Julia. Une grosse. À propos de quoi? Comment expliquer à ma fille de 34 ans que sa mère avait une liaison? C'est compliqué. Ta mère et moi, nous avons des problèmes que nous devons résoudre. Quel problème? Vous avez toujours été si stable. Le mot me frappa comme une flèche. Stable. Pas heureux, pas passionné, pas amoureux. Stable. Est-ce tout ce que nos enfants avaient vu dans notre mariage? Les gens changent, Julia. Parfois dans des directions différentes. Papa, tu me fais peur. Vous voulez vous séparer? La question planait dans l'air comme un orage menaçant. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Ça ne dépend pas que de moi. Mais vous êtes mariés depuis une éternité. Vous avez 2 enfants, 4 petits-enfants. Vous ne pouvez pas simplement. Julia, l'interrompis-je doucement. Les mariages ne se terminent pas simplement. Ils s'évanouissent lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'on se réveille un matin et qu'on constate qu'il ne reste plus que l'enveloppe. Silence à l'autre bout du fil. Puis, j'arrive. Tu n'es pas obligé. Ta mère et moi devons régler ça nous-mêmes. Je veux vous aider. Tu ne peux pas, ma chérie. Certaines choses, les gens doivent les affronter seuls. Après cette conversation, je me sentais encore plus épuisé. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain, j'ai pris une douche et enfilé des vêtements propres. Dans le miroir, j'ai vu un vieil homme aux yeux fatigués et aux rides profondes. Était-ce l'homme que Renate avait autrefois aimé? Était-ce l'homme qu'elle voulait quitter? La journée s'éternisa. J'essayais de lire, d'écrire, de regarder la télévision, rien ne pouvait détourner mes pensées de Renate. D'elle et de Klaus. De leur rendez-vous à l'hôtel, de leur message secret, de son sourire quand elle lui parlait. Vers midi, mon portable sonna à nouveau. Renate. Allô, dis-je, m'efforçant de garder ma voix calme. Allô Helmut. Elle avait l'air fatiguée. Comment vas-tu? Une question ridicule. Comment veux-tu que j'aille? Ma femme m'a trompé et elle est partie. Je ne suis pas parti, corrigea-t-elle doucement. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Et alors? As-tu réfléchi? Oui. Elle se tut un instant. Je rentre à la maison ce soir. Il faut qu'on parle. Mon cœur fit un bond. D'accord. À quelle heure? Vers 7 heures? J'apporte à manger. Quand nous avons raccroché, je me sentais bizarrement étourdi. Elle revenait. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Voulait-elle sauver notre mariage ou m'annoncer en personne qu'elle me quittait pour Klaus? Les heures précédentes sont arrivées, je l'ai passé à nettoyer la maison ou une activité dénuée de sens, qui me distrayait et me donnait l'impression d'avoir au moins quelque chose sous contrôle. À 7 heures pile, j'entendis sa clé dans la serrure. Mon estomac se noua quand elle entra dans la cuisine, un sac du traiteur italien à la main. Salut, dit-elle doucement. Salut. Nous nous tenions l'un en face de l'autre comme 2 étrangers. La femme avec laquelle j'avais partagé ma vie semblait soudain inaccessible, comme si un mur invisible se dressait entre nous. J'ai apporté des pâtes, dit-elle en posant le sac sur la table. Ta sauce préférée. Merci. Nous mîmes le couvert, sortîmes les assiettes et les couverts, ouvrîmes une bouteille de vin, le tout dans une danse étrange et mécanique de familiarité, qui sonnait désormais creux. Alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, la nourriture intacte devant nous, Renate brisa finalement le silence. J'ai parlé avec Klaus, dit-elle. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Que je ne savais pas ce que je voulais. J'acquiesçai lentement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il comprenait. Qu'il attendrait. Elle prit une gorgée de vin. Helmut, je sais que je t'ai blessé. Que j'ai abusé de notre confiance. Je suis désolé. S'excuser, c'est facile, rétorquai-je. Qu'est-ce qu'il y a après? Je ne sais pas. Elle me regarda droit dans les yeux. Je sais seulement que je ne peux plus vivre comme avant. Que je dois changer. Que nous devons changer, si nous voulons avoir une chance. Une chance pour quoi? Pour encore plus d'années de silencieuse aliénation? Elle secoua la tête.
Non. Une chance pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Avec ou sans moi. La question resta suspendue entre nous comme un couteau aiguisé. Renate baissa les yeux. C'est la question que je me pose, répondit-elle doucement. Je sais que je ne t'aime pas comme je devrais. Comme tu le mérites. Mais je sais aussi que nous avons une histoire qui ne peut pas être effacée comme ça. Alors tu restes par devoir? Par nostalgie? Non. Elle secoua la tête avec décision. Je reste, parce que je veux découvrir si nous pouvons nous retrouver. Si nous pouvons repartir à zéro. Je restai silencieux, incertain de ce que je devais en penser. Était-ce de l'espoir ou seulement un sursis à l'inévitable? Et Klaus, demandai-je finalement. Je lui ai dit que je devais couper les ponts. Au moins pour l'instant. Et il a accepté ça comme ça? Il respecte ma décision. Elle hésita. Mais il a aussi dit qu'il m'attendrait, si je me décidais autrement. L'idée que cet homme rôde en arrière-plan, prêt à recueillir ma femme si notre mariage devait définitivement échouer, était insupportable. Et que proposes-tu? Demandai-je amèrement. Que nous fassions comme si de rien n'était. Que nous continuions comme avant. Non. Je pense que nous devrions consulter un professionnel. Une thérapie de couple. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Une thérapie de couple? Tu penses qu'on devrait parler de nos problèmes à un étranger? Oui. Quelqu'un de neutre. Qui puisse nous aider à nous reparler. À vraiment parler. L'idée me mettait mal à l'aise. J'étais un homme de ma génération où on réglait ses problèmes soi-même, on n'allait pas les étaler au dehors. Mais d'un autre côté, n'était-ce pas exactement ce qu'on avait essayé de faire? Régler nos problèmes nous-mêmes? Et n'était-ce pas un échec cuisant? D'accord, dis-je finalement. On essaie. Renate esquissa un léger sourire, le premier vrai sourire depuis des jours. Merci. Nous mangeâmes en silence, chacun plongé dans ses pensées. Une fois le repas terminé, nous débarrassâmes ensemble, comme nous l'avions fait des milliers de fois auparavant. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir, dit Renate lorsque nous eûmes fini. Je pense qu'on a tous les deux besoin de prendre de la distance. J'acquiesçai silencieusement. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Helmut? Je suis vraiment désolé. Pour tout. Quand elle fut partie, je me rassis à mon bureau et ouvris la lettre que j'avais écrite le matin. Je la relus, puis j'ajoutai une dernière ligne. PS, peut-être n'est-il pas encore trop tard pour un nouveau chapitre de notre histoire. Une page blanche peut être effrayante, mais elle offre aussi l'espace pour quelque chose de nouveau. Je sauvegardai la lettre, éteignis l'ordinateur et allai dans la chambre. Le côté vide du lit de Renate me fixait un rappel muet de ce que nous avions perdu, et peut-être aussi un symbole de ce qui pourrait encore venir. Une page blanche. Un nouveau départ. Une seconde chance. C'est avec cette pensée que je m'endormis, pour la première fois depuis des jours avec une étincelle d'espoir au cœur. Le premier rendez-vous chez la conseillère conjugale fut un défi pour nous deux. Le docteur Sabine Freudenberger, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux perçants et à la voix calme, nous accueillit dans son cabinet, une pièce lumineuse avec des fauteuils confortables et des couleurs apaisantes. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle après que nous nous soyons présentés. Renate et moi étions assis côte à côte, mais avec une distance visible. La question flottait dans l'air, tandis que nous nous regardions, incertains de qui devait commencer. « Ma femme a eu une liaison, dis-je finalement. » Les mots sonnèrent durement dans la pièce silencieuse. Le docteur Freudenberger acquiesça, sans jugement. « Et vous, Madame Weber? Pourquoi êtes-vous ici ?» Renate joignit ses mains sur ses genoux. « Parce que notre mariage battait de l'aile bien avant la liaison. Parce que je veux savoir si on peut retrouver un chemin l'un vers l'autre. Ou un chemin vers l'avant, corrigea doucement la thérapeute. On ne peut jamais revenir en arrière. Le passé est passé. Mais on peut avancer, avec les connaissances et les expériences que nous avons acquises. » Au cours des semaines suivantes, les mardis après-midi devinrent un rituel immuable. Nous étions assis dans le cabinet du docteur Freudenberger et parlions de choses que nous avions eues pendant des années. De déceptions et d'attentes non satisfaites. De malentendus et d'occasions manquées. Quand avez-vous fait la dernière fois quelque chose ensemble qui n'avait rien à voir avec la vie quotidienne ou la famille, demanda le docteur Freudenberger lors d'une de nos séances. Renate et moi nous regardâmes, perplexes.
La croisière pour notre 30e anniversaire de mariage, suggérai-je. C'était il y a 5 ans, me rappela Renate. 5 années durant lesquelles vous avez vécu côte à côte, au lieu de vivre ensemble, résuma le docteur Freudenberger. C'est long. Elle nous donna des devoirs à faire à la maison, nous devions nous parler au moins 20 minutes chaque jour, pas de choses banales, mais de nos sentiments, de nos pensées, de nos rêves. Nous devions planifier des activités communes qui nous plaisaient à tous les deux. Et nous devions apprendre à nous écouter à nouveau, à vraiment écouter. Ce n'était pas facile. La blessure que la liaison de Renate avait laissée était encore fraîche. Certaines nuits, je restais éveillé à me demander si elle pensait à lui. À Klaus, l'homme qui lui avait donné le sentiment d'être à nouveau vivante. « Est-ce qu'il te manque ?» lui demandai-je un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, chacun avec un verre de vin à la main. C'était l'un des exercices que le docteur Freudenberger nous avait prescrit, poser des questions honnêtes, même si les réponses pouvaient faire mal. Renate me regarda, ses yeux illisibles dans la pénombre. « Parfois, répondit-elle doucement. Pas lui en tant que personne, mais le sentiment qu'il me donnait. Le sentiment d'être vu. D'être désiré. L'honnêteté de sa réponse me fit mal, mais c'était aussi un signe de confiance. Elle aurait pu mentir, aurait pu prétendre qu'elle ne gaspillait plus une seule pensée pour lui. Mais elle choisit la vérité. « Je veux te donner ce sentiment, dis-je. Je veux apprendre à te revoir. À vraiment te voir. » Elle sourit tristement. « Et je veux apprendre à me rouvrir à toi. Exprimer mes besoins au lieu d'attendre que tu les devines. » Lentement, pas à pas, nous avons commencé à nous redécouvrir. Nous avons pris des cours de danse ou une envie que Renate nourrissait depuis des années. Nous avons planifié des excursions de week-end dans des endroits que nous n'avions jamais visités. Nous avons lu des livres ensemble et en avons discuté. Et nous avons parlé. De tout. De l'aventure, de nos peurs, de nos espoirs pour l'avenir. J'avais peur que ma vie soit finie, a avoué Renate lors d'une de nos conversations. Que je vieillisse sans jamais plus vivre quelque chose de nouveau. Sans jamais plus ressentir ce frisson, cette excitation. Et j'avais peur de ne plus être utile, ai-je admis. Après la retraite, quand les enfants avaient déjà quitté la maison. J'avais l'impression d'être superflu. C'est pourquoi je me suis réfugié dans mes livres. Là, je pouvais créer des mondes dans lesquels j'étais encore important. Ces conversations étaient souvent douloureuses, mais elles étaient aussi salutaires. Comme le disait le docteur Freudenberger, il faut parfois rouvrir une plaie pour qu'elle puisse guérir correctement. Un jour, environ 3 mois après le début de notre thérapie, Renate m'a demandé pendant le dîner, « Voudrais-tu me lire un extrait de ton nouveau roman ?» J'étais surpris. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais manifesté un grand intérêt pour mes tentatives d'écriture où je n'avais pas perçu son intérêt. « Vraiment ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Je veux comprendre ce qui est important pour toi. Ce qui te touche. » Alors je lui ai lu un chapitre de mon roman inachevé sur un homme qui apprend à revivre après la mort de sa femme. Quand j'ai eu fini, Renate avait les larmes aux yeux. « C'est magnifique » a-t-elle dit doucement. « Tu as du talent, Helmut. Un vrai talent. » Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Pendant toutes ces années, j'avais secrètement recherché sa reconnaissance, sans vouloir me l'avouer. « Merci » ai-je dit, ma voix inhabituellement rauque. Ça compte beaucoup pour moi. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble pour la première fois depuis la révélation de l'aventure, non pas par passion, mais par besoin de proximité, de familiarité. Renate s'est blottie contre moi, sa tête sur mon épaule, et je l'ai serrée fort, comme si je pouvais ainsi la protéger de toutes les douleurs du monde. « Tu crois qu'on va y arriver ?» a-t-elle murmuré dans l'obscurité. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Mais je sais que je veux essayer. De toutes mes forces. » Elle a serré ma main. Moi aussi. Les semaines ont passé et, lentement, nous avons trouvé une nouvelle façon de nous entendre. Ce n'était pas l'amour insouciant de nos jeunes années, mais c'était plus profond, plus conscient. Nous avions vu l'abîme et avions décidé de continuer ensemble. Bien sûr, il y a eu des rechutes. Des moments où la vieille colère s'est ravivée, où la méfiance est revenue. Un jour, j'ai trouvé Renate en pleurs dans la salle de bain, son smartphone à la main. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, immédiatement alarmé. « Klaus m'a écrit » a-t-elle dit d'une voix étranglée. « Il me demande comment je vais. Si je suis heureuse. » Mon cœur a raté un battement.
L'es-tu? Elle m'a regardé, les yeux rougis par les larmes. Je ne sais pas. Parfois oui. Parfois, il me manque quelque chose. Je ne sais même pas quoi. Je me suis assis à côté d'elle sur le bord de la baignoire. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Je voulais d'abord en parler avec toi. Cette ouverture, cette honnêteté c'était nouveau dans notre relation. Avant, Renate aurait peut-être répondu en secret, aurait caché ses sentiments. Maintenant, elle les partageait avec moi, aussi douloureux soit-il. Je pense que tu devrais lui répondre, ai-je finalement dit. Lui dire que tu as trouvé ton chemin. Que tu essaies d'être heureuse avec moi. Elle a lentement hoché la tête. Je le ferai. Le lendemain, nous avons raconté cet incident au docteur Freudenberger. Elle a souri avec approbation. C'est un grand progrès, a-t-elle dit. Pas le message de Klaus, mais la façon dont vous avez tous les deux géré la situation. Ouvertement, honnêtement, respectueusement. C'est toujours difficile, ai-je admis. Bien sûr que ça l'est. La guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a des hauts et des bas. Mais vous allez dans la bonne direction. Lors de notre dernière séance 6 mois après le début de la thérapie, le docteur Freudenberger nous a demandé « Qu'avez-vous appris pendant cette période ?» Renate a réfléchi un instant. J'ai appris que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée. Chaque jour, à nouveau. Avec de petits gestes, avec de l'attention, avec de l'amour. J'ai acquiescé. Et j'ai appris qu'un mariage n'est pas une destination, mais un chemin. Un chemin qu'il faut toujours emprunter à nouveau, avec des yeux ouverts et un cœur ouvert. Le docteur Freudenberger a souri. Cela ressemble à un bon début pour le prochain chapitre de votre histoire. En quittant son cabinet, pour la dernière fois en tant que patient, Renate a pris ma main. Allons prendre un café, a-t-elle proposé. Et parlons de l'avenir. Dans un petit café des environs, autour d'un cappuccino et d'une part de gâteau aux pommes, nous avons parlé de nos projets. Du voyage au Portugal que nous voulions enfin faire. Du cours de danse que nous allions reprendre. De mon nouveau projet de livre, auquel Renate voulait participer en tant que première lectrice. Tu sais, a-t-elle dit soudainement, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. À nous, à moi, à ce que je veux vraiment. J'ai retenu mon souffle, incertain de ce qui allait suivre. Et je suis arrivé à la conclusion que je t'aime, Helmut. Pas de la même façon qu'avant, c'est différent, plus mûr peut-être. Mais c'est de l'amour. Un amour pour lequel il vaut la peine de se battre. Ces mots m'ont frappé avec une force inattendue. Après tous ces mois d'incertitude, de peur, de doute, c'étaient les mots que j'attendais, sans le savoir. Je t'aime aussi, Renate, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Et je suis prêt à me battre chaque jour pour que cet amour grandisse et s'épanouisse. Elle a souri, et dans son sourire se cachait une promesse, la promesse d'un nouveau départ, d'un chemin commun, d'une histoire qui n'était pas encore terminée. En quittant le café, main dans la main comme un jeune couple, je savais que nous avions eu une seconde chance. Et cette fois, nous l'utiliserions, avec tout ce que nous avions appris, avec tout ce que nous étions. La blessure que l'aventure de Renate avait laissée ne guérirait peut-être jamais complètement. Mais elle nous avait appris que l'amour n'est pas une évidence, qu'il a besoin d'entretien, d'attention, d'honnêteté. Et c'était peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Une année s'est écoulée depuis ce soir où j'ai surpris Renate avec Klaus au Park Hotel Lindenhof. Une année pleine de hauts et de bas, de douleurs et de guérison, de nouvelles prises de conscience. Aujourd'hui, nous sommes assis sur la terrasse de notre maison de vacances en Algarve, ces vacances au Portugal que Renate désirait depuis si longtemps et que nous avons enfin réalisées. Le soleil couchant baigne le paysage d'une lumière dorée, la mer scintille au loin et le parfum des pins et de l'eau salée emplit l'air. À quoi penses-tu? Demande Renate en me tendant un verre de vino verdé. À l'année dernière, je réponds honnêtement. À tout ce qui s'est passé. À tout ce qui a changé. Elle hoche la tête, compréhensive, et s'assoit à côté de moi sur le banc. Nous restons silencieux un moment, savourant l'instant, le calme, la proximité. Le regrettes-tu parfois? Finis-je par demander. La question que j'osais depuis longtemps poser. Quoi exactement? Me répond-elle, bien qu'elle sache exactement ce que je veux dire. Que tu sois resté avec moi. Que tu ne sois pas parti avec lui. Elle réfléchit un instant, le regard tourné vers la mer. Non, dit-elle ensuite fermement. Je regrette l'aventure, la façon dont je t'ai blessé, les mensonges,
les cachotteries. Mais je ne regrette pas d'être resté. Que nous ayons lutté pour notre mariage. Je prends sa main, sens sa chaleur, la familiarité de sa peau contre la mienne. Moi non plus. C'est la vérité. Malgré tout ce que nous avons traversé, je suis reconnaissant pour ce nouveau chapitre de notre histoire. Pour l'honnêteté que nous avons trouvée. Pour la profondeur que notre relation a acquise. La crise nous a changés, tous les deux. Renate est devenue plus sûre d'elle, plus indépendante. Elle a commencé un cours de peinture, quelque chose qu'elle désirait depuis sa jeunesse. Ces tableaux ou des paysages abstraits aux couleurs vives sont désormais accrochés dans notre salon, une preuve constante de sa créativité retrouvée. Et moi? J'ai appris à être plus attentif. Plus présent. J'ai appris à exprimer mes sentiments au lieu de les cacher derrière des livres et le travail. Et j'ai enfin terminé mon roman, cette histoire d'un homme qui, après la mort de sa femme, apprend à revivre. Sauf que la fin a changé, dans ma nouvelle version, l'homme ne se retrouve pas seulement lui-même, mais il retrouve aussi un nouvel amour, un amour plus mûr, plus conscient. Tu sais ce que Klaus m'a dit un jour, demande soudain Renate. Je me crispe involontairement. Nous parlons rarement de lui, bien que nous sachions tous les deux qu'il fait partie de notre histoire, un chapitre que nous ne pouvons pas simplement effacer. Qu'a-t-il dit, demandai-je, essayant de garder une voix neutre. Il a dit que parfois, il faut perdre quelque chose pour en reconnaître la vraie valeur. Elle serre ma main. Il a fallu que je mette notre mariage en danger pour comprendre ce que j'apprécie vraiment chez toi. Ces mots me touchent profondément. Et qu'est-ce que tu trouves chez moi, alors, demandai-je doucement. Elle sourit. Un homme qui me connaît comme personne. Qui partage mon histoire, mes souvenirs, mes rêves. Un homme qui était prêt à se battre pour notre amour, même quand je ne semblais plus le mériter. Tu l'as toujours mérité, dis-je en le pensant sincèrement. Même dans les moments les plus sombres. Nous restons assis en silence, main dans la main, à regarder le soleil se coucher lentement dans la mer. Dans ces moments-là, je sens que nous avons réellement réussi un nouveau départ, non pas en oubliant le passé, mais en l'acceptant comme faisant partie de notre voyage commun. Cette liaison n'est plus l'événement qui définit notre mariage. C'est une cicatrice qui s'estompe, un chapitre dans un livre qui en contient beaucoup d'autres. Ce qui compte, c'est l'histoire que nous écrivons maintenant. J'ai une surprise pour toi, dit Renate en se levant. Elle entre dans la maison et revient avec un petit paquet. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, curieux. Ouvre, me dit-elle, les yeux brillants d'impatience. J'ouvre le paquet et y trouve un carnet relié en cuir. Sur la couverture est inscrit en lettres dorées, notre histoire, un nouveau chapitre. Je me suis dit qu'on pourrait le remplir ensemble, explique Renate. Avec des souvenirs, des pensées, des projets d'avenir. Un journal de notre nouveau départ. Ce geste me touche aux larmes. C'est plus qu'un cadeau, c'est une promesse. Une promesse que nous allons continuer à écrire, ensemble. C'est merveilleux, dis-je en la serrant dans mes bras. Merci. Plus tard dans la soirée, alors que nous sommes au lit, la fenêtre ouverte sur le bruit de la mer, je ressens une profonde gratitude. Pour cette deuxième chance que nous avons eue. Pour la sagesse que nous avons acquise grâce à la douleur. Pour l'amour qui est plus fort que nos erreurs. Helmut, murmure Renate à moitié endormie. Oui. Je suis contente qu'on ait réussi. J'embrasse doucement son front. Moi aussi. Alors qu'elle s'endort, sa respiration régulière et calme, je reste éveillé encore un moment et je réfléchis. Au voyage que nous avons parcouru. Au voyage qui nous attend encore. Ma femme travaillait tard mais pas au bureau. Cette amère vérité, qui a bouleversé mon monde il y a un an, nous a conduit à une nouvelle compréhension. À un lien plus profond. À un amour plus honnête. La vie réserve parfois d'étranges rebondissements. Parfois, le chemin à travers l'obscurité mène à la lumière. Parfois, il faut se perdre pour trouver le bon chemin. Renate et moi nous sommes perdus et retrouvés. Pas au même endroit, mais dans un nouveau, un meilleur endroit. Avec des yeux ouverts et des cœurs ouverts. Et tandis que je me laisse lentement glisser dans le sommeil, je sais, ce n'est pas la fin de notre histoire. C'est seulement le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que nous écrirons ensemble mot après mot, jour après jour, avec toute la sagesse et l'amour que nous avons accumulés sur notre chemin. Fin.